Florence, une ville qui se drape dans la lumière de la Renaissance, mais dont les ombres cachent des histoires de sang et de pouvoir. Sur la rive sud de l'Arno, une structure défie le temps, moins une résidence qu'une déclaration de force brute taillée dans la pierre, le palais Pitti. Ses murs ne chuchotent pas des contes de fées, mais les échos silencieux d'une tragédie. C'est l'histoire d'un empire familial construit pour l'éternité et de la malédiction qui l'a fait s'effondrer de l'intérieur. Au cœur de cette histoire, un homme, Cosme Ier de Médicis. Il n'était pas né pour régner. Il a saisi le pouvoir à 17 ans, sur le cadavre encore chaud de son cousin, le duc Alexandre, assassiné. Cette ascension brutale, née de la trahison, a forgé son âme. Chaque pierre qu'il posera, chaque loi qu'il signera, chaque enfant qu'il engendrera, sera une réponse à une peur viscérale, celle de finir comme son prédécesseur. Il ne cherchait pas simplement la gloire, il exigeait un contrôle absolu, une forteresse contre le chaos qu'il avait mis sur le trône. Le palais Pitti allait devenir cette forteresse. En 1549, son épouse, la noble et immensément riche Éléonore de Tolède, acquiert le bâtiment pour 9000 florins d'or, une somme qui, aujourd'hui, avoisinerait les 2,2 millions d'euros. Et ce n'était qu'un acompte. Les décennies suivantes virent des investissements si colossaux que la valeur moderne se chiffrerait en centaines de millions d'euros. Cet or, qui suintait des fresques et des tapisseries, était extrait de la sueur et des impôts d'un peuple maintenu à genoux. Tandis que la cour des Médicis marchait sur du marbre de Carrare, les rues de Florence sentaient la pauvreté et la soumission. À l'intérieur de ces murs, Cosme façonnait sa dynastie, une lignée nombreuse, des enfants qui étaient moins des êtres de chair et de sang que des pions sur son grand échiquier politique. Il croyait avoir tout maîtrisé, la ville, ses ennemis, et même l'avenir. Mais le pouvoir qui emprisonne les autres finit toujours par se dévorer lui-même. Et dans le silence doré du palais Pitti, une catastrophe se préparait, une ruine familiale payée avec le même sang qui avait cimenté son empire. Le voyage de 1562 allait tout changer, transformant le monument de sa gloire en tombeau de son bonheur. Le pouvoir a une nature cannibale. Il promet l'éternité, mais se nourrit de l'âme de ceux qui le possèdent, jusqu'à ce qu'il ne reste que des monuments magnifiques et des histoires de ruines. Il n'érige pas de forteresses pour protéger, mais des prisons dorées pour isoler. Et dans le silence de ces prisons, les empires familiaux, construits sur le sang et l'or, finissent toujours par se dévorer eux-mêmes. Autrefois, le palais Pitti était le cœur battant d'un tel empire. Imaginez les nuits florentines, où des milliers de bougies se reflétaient sur le marbre de Carrare et les brocarts de velours. Le son des luttes et des voix se mêlait au parfum des fleurs rares des jardins de Boboli. C'était une scène de pouvoir absolu, une démonstration de force orchestrée par Cosme Ier de Médicis, un homme qui avait bâti une dynastie qu'il croyait à l'épreuve du destin. Chaque fresque, chaque tapisserie flamande était un cri de victoire contre le chaos qu'il avait mis sur le trône. Aujourd'hui, le silence est le seul souverain de ces salles. La musique s'est tue, remplacée par l'écho des pas de touristes qui glissent sur des sols froids. Les murs, autrefois témoins de secrets d'État et de drames familiaux, sont maintenant recouverts de plaques descriptives. Le palais est toujours là, massif, arrogant, mais c'est une coquille vide. Une scène de crime magnifique où les victimes et les coupables ont disparu depuis longtemps, ne laissant derrière eux que le poids de leur absence et l'odeur du temps. Cette cage dorée a un prix. En 1549, elle fut acquise pour 9000 florins d'or, une somme qui aujourd'hui équivalerait à près de 2,2 millions d'euros. Mais ce n'était qu'un acompte. Les décennies de rénovation et d'extension ont fait grimper la facture à une valeur moderne de plusieurs centaines de millions d'euros. Un trésor colossal arraché aux impôts d'un peuple soumis. Mais cet or cachait une dette bien plus sombre, une dette payée non pas en monnaie, mais en sang. Car derrière la façade de la famille parfaite se préparait une catastrophe, une malédiction qui allait transformer le symbole de leur gloire en tombeau de leur lignée. L'histoire officielle parle d'une tragédie causée par la maladie, mais dans les ruelles sombres de Florence, une rumeur brutale a survécu les siècles, celle d'un fils assassinant son frère, et d'un père rendant une justice terrible avec sa propre épée. Alors qu'est-ce qui a réellement anéanti la plus grande dynastie de la Renaissance? La malaria ou la folie d'un tyran? Dites-le nous dans les commentaires. Le monstre n'est pas monstre, il est forgé, dans le froid, dans la peur, dans le sang des autres. Pour Cosme de Médicis, le moule fut un trône vide et une ville qui sentait la trahison. Il n'était pas l'héritier, il n'était qu'une pièce de rechange, un nom issu d'une branche secondaire de la famille, jugé suffisamment faible pour être contrôlé. En 1537, à seulement 17 ans, il est appelé à Florence non pas pour régner, mais pour servir de marionnette. Son prédécesseur, le duc Alexandre, son propre cousin, venait d'être assassiné, son corps à peine refroidi. Le traumatisme de Cosme n'est pas celui de la pauvreté, mais celui, bien plus viscéral, de l'illégitimité. Il marche dans les couloirs du Palazzo Vecchio et chaque ombre semble murmurer son nom avec mépris. Les sénateurs qui l'ont placé là le regardent avec une condescendance à peine voilée. Ils voient un adolescent, un outil temporaire pour maintenir leurs propres privilèges. Ils ne voient pas la fin dans ses yeux. Une fin non pas de richesse, mais de permanence. Une obsession de ne jamais connaître le sort d'Alexandre, de ne jamais finir poignardé dans l'obscurité par ceux qui vous sourient en plein jour. Cette peur est une blessure ouverte. Chaque nuit, les échos du meurtre de son cousin hantent son sommeil. Il comprend que le pouvoir n'est pas un droit de naissance, mais une bête sauvage qu'il faut dompter ou qui vous dévore. Il est entouré de loups en habit de sénateur, qui croient avoir mis un agneau sur le trône. Ils ne savent pas que la peur, lorsqu'elle est suffisamment intense, ne crée pas des victimes. Elle crée des prédateurs bien plus impitoyables que ceux qui l'ont engendrée. Des tonnes d'or furent martelées en feuilles si fines qu'elles recouvraient des kilomètres de plafond, créant un ciel artificiel et oppressant.
Des tapisseries flamandes, valant chacune plus que la vie entière d'un artisan, étouffaient les murs et les échos, transformant les pièces en caveaux luxueux. Chaque centimètre carré de ce palais était le produit d'une richesse si obscène qu'elle en devenait violente. Entrons, franchissez le seuil et sentez l'air changer. La cour d'honneur, conçue par Amanati, n'est pas un espace de vie, mais un vide calculé pour écraser le visiteur par sa seule échelle. Le son de vos propres pas sur les pavés est le seul bruit, un rappel brutal de votre insignifiance face à la puissance des Médicis. Le palais vous observe, il vous jauge, et son silence est un verdict. Vous n'êtes pas un invité, vous êtes un sujet venu rendre hommage. Les salles d'apparat sont un labyrinthe de propagande dorée. Le salon blanc, la salle des niches, la salle de Saturne. Chaque pièce est une scène de théâtre où le pouvoir se met en spectacle. Les fresques de Pietro da Cortona ne racontent pas des mythes antiques, elles racontent la divinisation de la lignée Médicis. C'est un univers hermétique où la lumière du soleil florentin est filtrée, déformée par des vitres importées à grands frais, pour ne laisser entrer qu'une lueur quasi divine. On ne marche pas ici, on flotte dans une illusion de grandeur. La collection d'art est une armée en attente. Des Raphaël, des Titiens, des Rubens. Chaque tableau n'est pas une œuvre, mais un trophée de guerre diplomatique, une affirmation de supériorité culturelle. Cosme n'achetait pas de la beauté, il annexait le génie. Posséder ses œuvres, c'était posséder l'histoire, la modeler à son image. C'était une manière de dire au monde que Florence n'appartenait plus à ses citoyens, mais à la collection privée d'un seul homme. Et puis, il y a les jardins de Boboli, le triomphe final de la tyrannie de Cosme sur le monde. Ici, la nature elle-même a été soumise, torturée pour prendre des formes géométriques parfaites. Les arbres sont alignés comme des soldats, les fontaines crachent de l'eau sur commande, les grottes secrètes cachent des automates conçus pour surprendre et affirmer le contrôle du duc non seulement sur les hommes, mais sur les éléments. C'est un jardin qui ne sent pas la vie, mais la domination. La vie dans ce palais était un rituel froid et mécanique. Les fêtes n'étaient pas des célébrations, mais des démonstrations de force. Le vin qui coulait des fontaines avait le goût du sang des impôts. Chaque sourire échangé dans les grands salons cachait une manœuvre politique, chaque révérence était un acte de soumission ou un défi silencieux. L'air était lourd du parfum des fleurs rares et des conspirations. Des centaines de serviteurs glissaient à travers ce monde comme des fantômes. Ils utilisaient un réseau de passages secrets, des escaliers dérobés, une véritable ville souterraine conçue pour que le labyrinthe humain reste invisible. Ils voyaient tout, entendaient les disputes étouffées, les pleurs secrets, les complots murmurés. Ils étaient la mémoire silencieuse et terrifiée du palais, mais aux yeux de la cour, ils n'existaient pas. Le luxe devait sembler magique, né de rien, et non du travail incessant des ombres. Pour les 11 enfants de Cosme et Léonore, ce palais était la plus belle des prisons. Leurs chambres étaient plus vastes que des maisons, mais leurs vies étaient plus étroites que des cellules. Chaque leçon, chaque prière, chaque repas était une préparation à leur rôle d'outil dynastique. Leur mariage était des transactions, leur bonheur était une variable sans importance. Le poids de l'or et du marbre étouffait leur rire avant même qu'ils ne puissent raisonner. Car derrière la façade d'opulence se cachait une autre architecture, celle de la paranoïa. Les appartements privés étaient conçus avec des murs d'une épaisseur anormale, pas pour isoler du froid, mais pour emprisonner les sons. Les secrets de la famille ducale, les disputes brutales, les décisions fatales, tout devait mourir dans ces pièces. Le silence du palais Pitti n'était pas l'absence de bruit, mais le son de secrets bien gardés. Cette paranoïa atteignit son apogée en 1565, avec la construction du corridor de Vasari. 1 kilomètre de passage surélevé, une cicatrice construite en seulement 5 mois pour relier le Pitti, la résidence privée, au Palazzo Vecchio, le siège du pouvoir. Cosme pouvait désormais traverser sa vie sans jamais la toucher, sans jamais respirer le même air que ses sujets. Ce n'était pas un chemin, c'était un aveu de peur, l'isolement d'un tyran qui prenait un peu plus qu'il méprisait et craignait au point de s'élever physiquement au-dessus de lui. Mais le corridor n'était pas seulement une voie de fuite, c'était un outil de surveillance. Percé de petites fenêtres discrètes, il permettait au duc et à ses scipions d'observer la vie de Florence sans être vu. C'était le regard panoptique d'un geôlier sur sa prison. Chaque citoyen devenait un suspect potentiel, chaque conversation dans la rue pouvait être écoutée. Le pouvoir de Cosme n'était pas dans ses gardes, mais cette architecture de la suspicion qui faisait de Florentin un prisonnier à ciel ouvert. Pendant que la famille Médicis se déplaçait dans son tube fortifié, en dessous, le peuple marchait dans la boue. Le coût de ce seul corridor aurait pu nourrir des milliers de familles pendant une année entière. La robe de brocart et de fil d'or dans laquelle Éléonore fut enterrée valait plus que le revenu de toute une vie d'un maître artisan. Le palais Pitti n'était pas simplement construit à Florence, il était construit sur Florence, sur les os et la faim de ses habitants. Chaque pierre de ce monument à l'orgueil était cimentée par la misère silencieuse de ceux qui vivaient dans son ombre. L'orgueil précède toujours la chute. Pour Cosme Ier, ce fut une arrogance non pas envers les hommes, qu'il avait déjà soumis, mais envers la nature elle-même. En 1562, la décision fut prise. Un voyage sur la côte de la Marème. Officiellement, il s'agissait de fuir l'air malsain de Florence. Mais la Marème était une terre de marécage et de fièvre, un lieu que le bon sens ordonnait d'éviter. C'était l'erreur fatale, l'acte d'un homme qui se croyait si puissant qu'il pouvait commander au miasme comme il commandait à ses armées. Avant le départ, une tension palpable s'était installée dans le palais Pitti. Le silence n'était plus celui de l'ordre, mais de l'appréhension. Les couloirs, autrefois témoins de l'exercice implacable du pouvoir, semblaient retenir leur souffle.
Éléonore, son épouse, et ses fils, Jean et Garcia, se préparaient pour un voyage qui ressemblait moins à des vacances qu'à une marche forcée vers une destination inconnue. L'or des plafonds paraissait terne, le marbre plus froid que jamais. Le palais, cette forteresse contre le chaos, sentait le pillage se refermer. Le voyage était une fuite en avant, une tentative désespérée de maintenir l'illusion d'une famille parfaite, bénie par la fortune. Mais la paranoïa qui avait poussé Cosme à construire le corridor de Vasari ne pouvait être contenue par des murs. Elle l'accompagnait, empoisonnant chaque instant. Il croyait échapper aux menaces de Florence sans comprendre que la plus grande menace ne venait pas de l'extérieur. Elle était déjà là, à ses côtés, dans le sang de ses propres enfants, dans les rivalités étouffées et les ambitions frustrées qui bouillonnaient sous la surface de l'obéissance. Le désastre frappa avec la rapidité d'une exécution. D'abord Jean. Le cardinal de 19 ans, le fils promis à l'église, est terrassé par la fièvre. La version officielle est immédiate, clinique, la malaria. Mais sa mort est trop soudaine, trop commode. Le premier pilier de la dynastie s'effondre dans un pavillon de chasse humide, loin de la grandeur de Florence. Le deuil n'a pas le temps de commencer que l'horreur s'intensifie. Quelques jours plus tard, c'est au tour de Garcia, 16 ans, le fils soldat. Lui aussi est emporté par la même fièvre. 2 morts en quelques semaines. Le destin, même pour un tyran, n'est pas aussi brutalement symétrique. Dans les ombres du campement ducal, une autre histoire prend forme, une rumeur murmurée par les serviteurs terrifiés. Une histoire de sang, pas de maladie. Une dispute entre frères pour une querelle de chasse, une insulte de trop et le flash d'une lame. Garcia aurait tué Jean. La version officieuse est une tragédie shakespearienne. Imaginez la scène. Cosme, le père, le duc absolu, face au corps de son fils aîné et à son assassin, son autre fils. La fureur d'un homme qui a consacré sa vie à l'ordre, voyant le chaos le plus pur exploser au cœur de sa propre lignée. La rumeur dit qu'il n'y eut pas de procès, pas de justice, seulement la rage d'un patriarche brisé. L'épée de Cosme, la même qui avait soumis Florence, aurait rendu un jugement terrible et définitif, transperçant le cœur de Garcia, le père devenant le bourreau de son propre sang. La ruine est alors totale. Éléonore, l'espouse et la mère, ne survit pas. Elle s'éteint le 18 décembre, quelques semaines après ses fils. Morte de malaria, dit la cour. Morte de chagrin, murmure histoire. Le voyage qui devait consolider la famille l'a anéanti. Le retour à Florence n'est pas celui d'un duc, mais d'un fossoyeur, ramenant les corps de sa dynastie. Le palais Pitti, autrefois symbole de sa gloire, l'accueille comme un mausolée. Le pillage qui s'ensuit n'est pas celui des trésors, mais celui de l'âme. Cosme Ier est un homme mort qui respire encore. Il erre dans les salles gigantesques du Pitti, mais les fresques et l'or ne sont plus que des témoins muets de sa catastrophe personnelle. L'empire extérieur reste intact, mais l'empire intérieur, celui de la famille, a été rasé. Chaque objet de luxe, chaque œuvre d'art est désormais une insulte, un rappel brutal de ce qu'il a perdu. Le silence dans le palais n'est plus un signe de contrôle, mais le son assourdissant de l'absence. Aujourd'hui, le palais Pitti est un labyrinthe de musées. Des milliers de touristes glissent chaque jour sur ces sols de marbre, admirant les Raphaël et les Titiens. Ils posent pour des photos dans les jardins de Boboli, où la nature reste soumise. La grandeur est toujours là, mais elle est froide, stérile. C'est une magnifique coquille vide, une scène de crime où les praves ont été méticuleusement nettoyés et remplacés par des plaques descriptives. La terreur et le chagrin qui ont imprégné ces murs ont été réduits à une note de bas de page dans les guides touristiques. Le palais a survécu, mais son âme a disparu, remplacée par le murmure des audioguides et le flash des appareils photo. C'est le triomphe ultime de l'oubli, transformé un lieu de tragédie en une attraction. Les échos de la fureur de Cosme et des derniers souffles de ses fils sont étouffés par le bruit de la foule. Le destin de la lignée fut un lent poison. La malédiction de 1562 n'était qu'un début. D'autres enfants de Cosme connurent des fins brutales, comme sa fille Isabelle, étranglée par son mari pour adultère. La dynastie qu'il avait forgée dans le sang et la peur s'est lentement dissoute dans la décadence et la stérilité, pour finalement s'éteindre en 1737. L'empire bâti pour l'éternité n'a pas survécu à ses propres fantômes. Le pouvoir, nous l'avons dit, a une nature cannibale. Il promet l'immortalité, mais se nourrit de l'âme de ceux qui le détiennent. Cosme Ier de Médicis a bâti un ordre de fer et a offert à Florence une gloire artistique inégalée. Mais il a payé ce legs avec la liberté de sa ville et le sang de sa propre famille. En regardant la façade imposante du palais Pitti, une dernière question demeure. Ces murs sont-ils le monument à la gloire d'un grand homme d'État ou la pierre tombale d'un père qui, en cherchant à tout contrôler, a tout détruit ?